Bonjour tout le monde, nous sommes Audrey, Wissal, Virginia et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons faire un interview avec un expert du terrain, notamment un enseignant du secondaire. Nous avons invité un professeur de l'école secondaire afin de partager des expériences et avoir une vue plus concrète sur nos résultats qu'on a obtenus de notre enquête. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parlez-nous de votre expérience. Alors, je suis Jonathan Delmer. Je suis professeur de français dans le secondaire en quatrième, cinquième et sixième secondaire dans l'enseignement général et technique. Au niveau du français, alors, auteur d'un manuel, Nouveau quartier français 5 et 6. À côté de cela, je suis animateur linguistique pour l'ASBL Rouland et je travaille aussi comme correcteur des examens d'ELF-DALF à l'Alliance française. Ok, merci beaucoup. Nous voulons discuter des résultats de notre enquête et en fait un peu connaître votre opinion. L'enquête a été divisée dans différentes catégories et nous adapterons cette interview à la même manière en fait. Donc cet épisode contient 4 catégories. Nous invitons Monsieur Delmer à nous donner son opinion sur l'enquête en général et puis ensuite nous parcourrons les questions sur le manuel, la culture et l'évaluation. D'accord. Donc, monsieur, comme vous avez pu voir les résultats qui ont été diffusés dans notre PowerPoint, vous avez pu voir les résultats qui sont parfois un peu surprenants, un peu choquants peut-être. Alors, quels sont les résultats que vous trouvez les plus surprenants ou les plus choquants à votre avis? Il n'y a pas vraiment de résultats qui m'ont surpris en général. Je constate qu'il n'y a pas une énorme motivation pour le français, qui n'aiment pas l'étudier. J'ai remarqué certains élèves qui se plaignent de à la fois trop de français en classe ou trop peu de français en classe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très différent en fonction de l'enseignant, je pense. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de grosses surprises au niveau de vos résultats. D'accord, merci beaucoup de vouloir partager ce que vous avez trouvé de pas très choquant. Nous allons parler d'une première catégorie dans cet épisode et on va parler du manuel. Quels sont les manuels que vous aviez déjà utilisés en classe? Alors chez nous, le choix du manuel se fait en fait après concertation avec tous les Oui, professeurs de français à l'école. Et pour le moment, nous travaillons avec la série Nouveau quartier français de 1 à 4. Et ça commence, enfin, il y a la réforme de l'enseignement, donc à partir de l'année prochaine, ce sera également en 5 et puis en 6. Pour l'enseignement technique, dans le passé, nous avons travaillé avec Enseigne, il me semble, et maintenant nous sommes passés à Nouveau quartier libre. Et pour le professionnel, il y a quartier couleur, et là aussi les enseignants travaillent sans manuel dans les dernières années du professionnel. Donc nous suivons une même série, un même éditeur pour la continuité dans toutes les années. quels critères vous prenez en compte quand vous décidez quel manuel que vous allez utiliser en classe avec votre département ou seul? Je Alors sais nous pas. avons plusieurs critères qui nous sont imposés par l'école. Il y a tout d'abord le prix, premièrement. Ensuite, voir si ça correspond au programme. En général, les éditeurs mettent beaucoup de temps à ce que ça corresponde au programme. Il y a dans notre cas, ce qui est très important aussi, c'est le programme en ligne. L'éditeur propose comme exercice supplémentaire et comme matériel en ligne, parce que nous sommes, comme nombreuses écoles, une école où chaque élève a un ordinateur portable. Et puis, le nombre d'exercices, la difficulté, la beauté aussi du manuel, les textes proposés, les sujets proposés. Aussi, nous devons penser à si un élève change d'option, est-ce qu'il y a une certaine continuité dans ce qu'il a vu ou est-ce qu'il se retrouve avec quelque chose de tout à fait différent. Donc en fait, il y a toute une série de critères, niveau différenciation aussi, que ce soit pour la remédiation ou pour donner plus de défis à certains. Donc nous recevons de l'école en fait une feuille, une feuille avec plein de critères que nous devons parcourir pour sélectionner le manuel. Si vous le souhaitez, je peux vous procurer cette feuille après. Je suppose que vous utilisez pas que le manuel. Est-ce qu'il y a des matériels supplémentaires que vous utilisez en dehors du manuel? Alors, je vais parler que pour mon expérience à moi. En général, pour ce qui est de la littérature, j'aime bien enseigner ce que j'aime moi. Et donc, en général, parfois ça se trouve dans le manuel, parfois pas. Donc, j'aime bien préparer mon propre matériel pour la littérature. Énormément de digitalisation d'exercices, que ce soit via BookWidget ou via d'autres outils, sont réalisés en plus. Surtout le travail sur les compétences aussi, que ce soit la compréhension à l'oral ou la lecture. Nous digitalisons en fait énormément de choses ensemble avec les collègues et nous partageons tout le matériel digitalisé. Oui, tout ce qui est test, bien sûr, examen, ce sont des choses que nous rédigeons nous-mêmes.
Et puis parfois, selon le sujet, selon la manière dont le sujet est abordé, nous allons réaliser nous-mêmes une séquence ou réadapter une séquence si nous trouvons que c'est un sujet obsolète ou si la manière dont le sujet est traité ne convient pas vraiment aux étudiants. Ok, d'accord. Ben, nous constatons que vous faites plutôt beaucoup d'efforts afin de choisir le manuel le plus adapté à Mhm. votre public, mais pourtant notre enquête a relevé que 41% des élèves ne sont pas motivés par le manuel scolaire qui leur est proposé dans les classes. Est-ce que cela se manifeste dans vos classes aussi? Est-ce que vous remarquez que les élèves ne sont pas forcément motivés par les manuels ou ne sont pas attirés vers la matière française? Je vais rebondir sur la question avec une autre question. Est-ce qu'il y a une différence dans vos résultats entre leur motivation pour le français et leur motivation par rapport au manuel, ou est-ce que ça se situe dans la même ligne? Ça se situe plutôt dans la même ligne. Nous avons surtout vouloir savoir de- dans quel degré, en fait, le manuel peut motiver ou peut ajouter de la motivation Mhm. aux élèves. Alors, ça varie énormément d'une personne à une autre, hein, et aussi d'un prof à un autre. On va Mhm. dire la manière dont on utilise le manuel est beaucoup plus importante que le manuel en tant que tel. Si on décide de faire une introduction plus variée ou de changer l'ordre des choses, déjà le ressenti sera différent. Après, on a aussi, faut pas oublier, une certaine responsabilité au niveau de l'école que si on achète un manuel, il faut l'utiliser. On va pas faire payer les élèves pour un manuel pour se retrouver avec un livre qui est à moitié vide ou qui n'est pas complété. Donc c'est un engagement qu'on fait et c'est aussi demandé de la part de l'école d'utiliser au maximum le manuel acheté pour éviter après les réclamations au niveau de, voilà, c'est quand même 25-30 euros certains manuels. S'il est vide, voilà, c'était pas un bon investissement. Le choix du manuel, enfin je rebondirai sur les motivations, mais le choix du manuel aussi est important en cas d'absence d'un professeur. Chez nous, on évite d'autoriser un professeur de créer son matériel de A à Z, parce que si ce professeur ensuite est absent et qu'il doit être remplacé, ça devient beaucoup plus compliqué pour le remplaçant qui se retrouve sans matériel. Et comme nous avons énormément d'options à l'école, il n'y a pas toujours de collègues qui donnent le cours en parallèle, et donc ça peut créer vraiment un problème pour un remplaçant. Donc ça aussi, c'est un critère important pour le choix du manuel. Au niveau de la motivation, euh, en fait, je me rends compte que certains élèves se perdent dans le manuel. Il y a à chaque fois une structure qui est très différente selon les éditeurs. Et les élèves, parfois, ont tendance à se perdre. Ils disent, je ne trouve pas la théorie, je ne sais pas comment je dois me remédier, je ne sais pas où je trouve le matériel pour, je ne me suis jamais connecté à l'environnement en ligne. Je pense que là aussi, il y a un travail très important au niveau de l'enseignant en début d'année, d'avec l'élève, l'inscrire au matériel en ligne, de lui expliquer les liens qu'il y a, de lui montrer ce qu'on peut y faire, aussi de parcourir la structure du manuel. Et voilà, ça, ce sont les exercices. Là, il y a la théorie, là, il y a la remédiation. Quand on lit un texte, le texte se trouve là, les questions se trouvent là. Vous pouvez réécouter les documents en allant sur l'environnement en ligne. Donc, ce sont des choses qu'il faut apprendre aux élèves en début d'année pour que justement ils réussissent à s'approprier le manuel et à en faire usage comme il se faut. On constate malheureusement que de nombreux élèves, même en fin d'année, n'ont toujours pas activé le manuel en ligne ou ne savent pas comment ça fonctionne et se contentent en fait des cadres, des aperçus qui se trouvent dans les manuels, ce qui n'est pas toujours la bonne attitude non plus. Donc oui, je peux comprendre qu'il y ait un certain dégoût par rapport au manuel, dans le sens où c'est une structure qui est imposée et qui n'est pas forcément ce qui leur correspond. Ok, d'accord. Ça, c'est donc plutôt au niveau de la structure, au Mhm. niveau de la construction du manuel. Mais tout à l'heure, vous avez mentionné aussi les ressources culturelles, c'est-à-dire donc Mhm. les textes, les chansons, les poèmes, tout ce qui est proposé de la ressource culturelle dans le manuel. Et en fait, notre enquête a démontré que 60% des élèves trouvent que les ressources culturelles n'ont pas forcément une valeur ajoutée à leur apprentissage du français. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous remarquez cela aussi dans vos classes ou pas? Je sais que l'apport dans les manuels est inexistant, quasi inexistant. On parle très rarement de chansons, de séries, de films, ou alors c'est très vague. Je pense que c'est aussi une question de droit d'auteur, qui n'ont pas forcément le droit d'utiliser un film ou une chanson. De plus, c'est quelque chose qui évolue énormément. Un manuel, en général, reste 5 à 6 années en circulation, ce qui fait maintenant la joie des jeunes. On va parler d'Angèle, on va parler de Stromae. Bon, ça reste assez connu, à mon avis, ça sera encore connu dans 5-6 ans, mais il y a d'autres, on va dire, rappeurs qui peuvent disparaître de la scène d'ici 5 ans, et du coup, si on utilise le manuel, ben, ça fait dépasser. Tout ce qui est réseaux sociaux, personnes qui suivent, à suivre sur les réseaux sociaux, personnes populaires, ça évolue tellement vite que je pense qu'on ne peut pas se baser sur son manuel si vraiment on veut s'axer sur les séries, sur les chansons qui font plaisir aux jeunes et il faut partir
de leur vécu, de ce qu'ils connaissent déjà, ou alors il faut se renseigner pour avoir ce qui vit actuellement chez les jeunes en France pour trouver un point d'accroche. Je pense que ça, c'est quelque chose de très difficile si, si on ne se baigne pas dans la culture française et si on se limite effectivement aux manuels et aux guides qui se trouvent avec le manuel. Je pense que c'est important qu'on s'informe et qu'on découvre un peu ce qui vit aussi actuellement en France ou chez les jeunes en France pour trouver justement l'accroche nécessaire avec nos jeunes. Dans la même ligne, je vais lier une théorie qu'on a exploitée dans notre partie littéraire de notre TFE, et nous avons parlé de l'autodétermination, où on distingue 3 sortes de motivation. Donc on a la motivation intrinsèque, extrinsèque et la motivation. Je vais lier la motivation intrinsèque ici. Dans la motivation intrinsèque, c'est que l'élève a plus de facilité à achever une activité si elle lui semble intéressante. Mhm. Est-ce que vous intégrez cette idée, cette perception, lorsque vous créez des activités pour les élèves? Alors, on va partir malheureusement de la réalité. Ce qui motive le plus les élèves, c'est leur point, leur résultat, c'est réussir. Ça, on peut mettre toute notre bonne volonté à essayer de les motiver différemment. Au final, la chose la plus importante pour eux, ça reste cette motivation extrinsèque. Au niveau de la motivation intrinsèque, moi je parle maintenant hors scolaire, dans l'animation linguistique, dans les séjours linguistiques, toutes les activités sont en français. Là, les élèves, enfin les participants, on l'appelle pas élèves, n'ont pas le choix. Ils doivent justement se jeter dans le bain du français. Et là, la motivation est forcément intrinsèque, parce qu'ils sont dans un environnement francophone, ils n'ont pas le choix. On essaye bien sûr, le maximum, dans les situations de classe, en situation pédagogique, de recréer ce genre de contexte où le français est indispensable et on se retrouve très proche de la réalité, d'un acte concret. Il y a les bases, on va dire, de tout ce qui est entretien d'embauche, les options techniques professionnelles qui se rapprochent, où on peut effectivement expliquer aux élèves que 2 personnes avec le même diplôme qui viennent de terminer leurs études, celle qui sera engagée dans ce niveau-là, c'est celle qui aura le plus de connaissances des langues. Là, c'est on dit si vous réussissez bien à vous débrouiller en français dans tout ce qui est secteur économie, marketing, ça peut être une motivation intrinsèque. Malheureusement, la réalisation arrive généralement trop tard. Ce sont plutôt les anciens élèves qui reviennent et qui disent voilà, j'ai vraiment besoin du français au niveau professionnel. Si j'avais su, j'aurais fait plus d'efforts. Bon, ça c'est difficile. Et puis il y a des activités, bien sûr, un échange avec une école francophone, un stage à l'étranger en français, une journée linguistique dans une ville avec un animateur qui ne parle que la langue cible. Ce sont des situations où on n'a pas le choix. Il faut se jeter à l'eau, il faut parler français. Et là, on peut effectivement recréer cette motivation intrinsèque. Mais bon, ça reste généralement une utopie et c'est très très difficile dans un cadre scolaire de réussir à créer cette ambiance où le français devient un outil plutôt qu'une matière à apprendre pour avoir de bons points. Selon les études faites en 2000 par FIO, il y a 4 facteurs qui sont essentiels pour la motivation scolaire. Donc déjà, on a les activités proposées, mais aussi, comme vous avez déjà dit, les évaluations, les récompenses et même les sanctions, et aussi le professeur lui-même. Nous voulons nous pencher sur les activités proposées et vous poser la question, est-ce que vous remarquez que les élèves sont plus motivés lorsque vous adaptez les activités à leurs intérêts? De toute façon, oui, c'est sûr et certain. On va dire au 3e degré, par exemple, ils doivent lire plusieurs livres pendant l'année. Il y en a un qu'on lit classiquement pour faire travailler ensemble et avoir la même lecture. Et puis chez moi, il y a toujours un deuxième où je propose un tas de livres, de mangas, de BD, de romans, d'adaptations de films, etc. Lire de tout. Et là, on constate qu'ils vont beaucoup plus lire quand ils ont choisi leur propre sujet. Pareil, parfois, c'est des petites astuces que vous connaissez, hein. Quand on demande aux élèves de réaliser eux le test, en fait, au niveau difficulté, on sera pas loin de ce qu'on veut faire nous, mais ils sont plus motivés à créer. Donc, plus ils ont leur apport, plus ils ont leur mot à dire dans le développement du cours, bien sûr, plus la motivation sera grande. Et comment faites-vous pour connaître les intérêts de vos élèves? Il suffit de leur demander. Je pense qu'au-delà d'enseigner le français, il faut réussir à construire un espèce de lien de confiance et ne pas hésiter à aussi savoir voilà quelles sont leurs passions. Au début d'année, en général, on se présente, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Si on a des footballeurs en classe, on peut parfois faire une grosse défaite ou victoire du PSG, parler des joueurs de français. Voilà, si on a des personnes qui sont motivées par l'équitation, on trouve très vite des points d'accroche quand on connaît leurs goûts musicaux. Et si on arrive à vraiment connaître nos élèves,
parfois, c'est très rare, mais ça arrive qu'eux viennent vers nous en disant « Ah, j'ai trouvé ce rapport en ligne, vous devriez écouter. » Je trouve ça hyper vulgaire, mais ils proposent des choses et ainsi on découvre vraiment leur centre d'intérêt. Donc il faut essayer de casser cette idée qu'on fait que enseigner le français, mais en apprenant à connaître nos élèves, de toute façon, on saura on connaîtra leur centre d'intérêt. Ok, d'accord. Nous avons déjà élaboré, merci d'avoir élaboré sur les activités proposées en classe, mais nous avons aussi, comme Vio a dit en 2000, donc le professeur lui-même en classe, qui peut être un facteur, oui ou non, de la motivation scolaire. Nous avons demandé à nos élèves ce qu'ils pensent de l'emploi du français dans les classes de FLE. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent de leur professeur, pardon, qui parle français. Et nous avons eu un tas de réponses. Nous en avons sélectionné deux parce que c'est impossible de les traiter tous. Je vais vous les proposer et à vous de nous dire ce que vous en pensez et est-ce que vous avez déjà eu ça dans les classes ou pas? Est-ce que vous pouvez vous retrouver dans les propos des élèves? Donc forcément, les réponses ont été dites en néerlandais. Et le premier élève a dit, ze zegt wel iets in het Frans, maar het mag gerust iets meer zijn. Est-ce que ça vous semble familier? Non. En général, on me demande de parler moins français plutôt que plus français. Les élèves préféreraient, je pense, qu'ils entendent plus le néerlandais en cours. Donc ça, après, j'enseigne plus aussi au 3e degré. Je peux comprendre qu'au 1er degré, ça peut apparaître plus souvent, de se dire je me sentirais plus à l'aise si certaines parties du cours étaient répétées en néerlandais. Mais malheureusement, la réalité, c'est que c'est de plus en plus difficile d'enseigner tout en français. On remarque qu'il y a, surtout au niveau de la grammaire, de l'analyse des phrases, que si la base n'est pas existante en néerlandais, c'est très difficile alors d'expliquer en français certaines structures. Il faut repasser par la langue source pour parvenir à un résultat. Donc oui, je peux comprendre qu'il serait... non, je comprends pas la réaction d'élèves, mais je comprends qu'on passe par le néerlandais pour enseigner certaines choses dans certains cas précis. D'accord, ok. Ça, c'est une réponse. En fait, le premier propos a été un peu superficiel, on va dire. Le deuxième élève, il a dit quelque chose qui est un peu plus en profondeur par rapport à l'apprentissage du français. Le deuxième élève, il a dit Als de leerkracht meer in het Frans spreekt, leer je onrechtstreeks zinsbouw, werkwoorden en normale woorden. Est-ce que vous pensez que c'est un propos juste, que c'est un propos correct? Tout à fait. Je pense que plus on baigne dans une langue, mieux on comprend la langue. Et la raison pour laquelle les élèves en général se sentent plus à l'aise en anglais qu'en français, c'est que hors de l'école, ils baignent encore dans cette culture, que ce soit par la musique, par les séries, même par la lecture. J'ai des élèves qui lisent volontairement des livres en anglais, des auteurs que vous connaissez, des romans d'adolescents, qui les prennent et je leur demande c'est pour le cours d'anglais. Ah non, c'est juste, j'aime bien cet auteur. Jamais j'ai eu un élève qui avait un livre en français qui dit ah non, c'est juste pour le plaisir de lire ce livre en français. Donc on remarque que cette aisance est beaucoup plus grande parce que ils baignent dans cette culture anglo-saxonne. Et du coup, à nous, professeurs de français, d'apporter un maximum de français dans leur tête. Et effectivement, cet élève a tout à fait raison de dire voilà, plus le prof parle français, mieux je vais assimiler la langue parce que c'est vraiment la base. Après, c'est très drôle qu'il vous accentuez le normale woorden. On a eu un échange avec des lycées français et allemands en France, et la première chose que mes élèves m'ont dit, c'est oui, mais ils parlent pas comme vous. Effectivement, le français parlé par des adolescents en France n'est pas tout à fait le même que le français qu'on leur apprend. Alors ils sont très curieux à parfois apprendre du vocabulaire plus précis. Et alors je prends plaisir aussi à leur dire voilà, ça c'est le français familier, c'est ce qu'on va lire en France, ça c'est le français standard, c'est ce que vous devez étudier. Donc il y a cette curiosité aussi d'apprendre des mots normaux comme vous l'avez bien dit. D'accord. Je vais reprendre sur les échanges que vous avez faits. C'est quoi les collaborations que vous faites? Expliquez-nous. Alors c'est surtout l'engagement de mes collègues à ce niveau-là. Nous à l'école, il y a un échange organisé par mon collègue avec un lycée français et un lycée allemand, où on s'est retrouvés en France pendant une semaine autour de la création de l'Europe comme thème global, mais donc rencontre avec les lycéens français et allemands. Ce même collègue organise un stage pour les terminales, les rétos, donc les 6e années de l'enseignement technique en France, où il reste 2 semaines en entreprise et en famille d'accueil, en français. Donc, il y a aussi un projet d'échange avec une autre collègue qui s'en occupe avec une école à Jette,
où les élèves se rencontrent et donc les élèves de JET aident nos élèves pour le français et inversement les nôtres les aident pour le néerlandais. Dans le passé, on avait aussi du théâtre en français. C'est un projet dont je m'occupais mais qu'on n'a pas pu relancer après le corona, où les élèves jouaient au théâtre en français et participaient à un festival de théâtre international en français où Waouh. la langue était le français. Donc ce genre de petits projets, naturellement, on touche qu'un très petit public. Le projet d'échange avec l'école AGET, ce sont tous nos élèves de 5e, mais le stage, c'est 15 élèves. Euh, L'échange, c'était 12, 15 élèves aussi. Le théâtre, c'était 10 élèves. Donc, on n'a pas de gros projets, mais il y a les opportunités pour ceux qui veulent s'enrichir et effectivement rencontrer Mm. des personnes francophones. Donc ce n'est pas forcément obligatoire Non, de participer. non, non. Au niveau projet, enfin, au niveau obligation, on va dire qu'on a la journée à Lille, cette année à Namur ou à Liège, qui est proposée par Hollande, où il y a un animateur linguistique qui prend en charge 10 élèves, et nous, on disparaît, donc toute la journée, ils sont en route avec cet animateur linguistique, donc là, c'est obligatoire. Et l'échange avec l'école de JET est obligatoire pour nos 5e secondaires. Pour le reste, on n'a pas de gros projet en français qui est obligatoire pour tout le monde. Dans cette même ligne, je vais lier encore une théorie qu'on a Ouais. exploitée dans notre TFE, et je vais lier les théories d'intelligence de Gardner, notamment les intelligences actions, qui permettent en fait un apprentissage efficace si l'élève prend en main son propre apprentissage. Mhm. Comment peut-on rendre en fait les élèves le plus actifs afin de stimuler en fait le rôle dans la tâche langagière? Je pense que l'idée là-dedans, c'est que déjà, si le prof définit clairement ses objectifs, donc au lieu de juste, on va dire, suivre le manuel de A à Z, mais de dire, voilà, cette partie vous permet de réaliser telle et telle chose, et pour faire ça, vous avez besoin de tel et tel outil, ce que certains éditeurs proposent en portfolio, par exemple, de dire, voilà, vous êtes capable de faire ça, ça permet à l'élève de s'auto-tester, de se dire, voilà, je peux faire ça, j'ai des soucis avec ça. Donc, savoir où mène le cours, les objectifs du cours, c'est quelque chose de très important pour que justement cette partie action soit là. Pour les tâches langagières, je pense qu'il est important aussi de donner nos critères d'évaluation pour qu'ils puissent s'auto-évaluer et se dire, voilà, voilà ce que le professeur veut que je fasse, voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça correspond. Donc, je pense que là, il y a aussi cette idée comment dire, de clarté, de dire clairement ce qu'on attend d'eux, ce qu'on veut qu'ils réalisent. Est-ce que c'est la même chose quand vous emmenez vos élèves en projet ou en stage? Vous faites ça aussi, sûrement? Non, parce que Pas ça se fait vraiment. naturellement. D'accord. Comme ils rencontrent des personnes francophones, le cadre est immédiatement présent. Je veux dire, quand on a une visite guidée et que le guide parle français, c'est pas à nous de leur dire votre tâche maintenant ce sera de comprendre le guide parce que c'est naturel. S'ils sont assis à table avec quelqu'un du groupe français, ça c'est tellement naturel, on va pas leur dire il faut que vous parliez en français parce que ça se fait de manière tout à fait naturelle. D'accord. On va essayer, enfin c'est la première année où on fait de recréer cet état plus ou moins naturel avec cet échange avec JET. Mais là non, l'action est clairement définie par la situation. Il n'y a pas ce rôle du professeur de dire voilà, maintenant il faut que vous fassiez ça parce que c'est clair. Quand ils sont en stage en France, ben, leur maître de stage leur dit voici vos tâches. Et c'est en français. Donc non, dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas besoin de se mêler en fait des objectifs. D'accord. Eh bien, c'est une bonne fin pour notre première partie, pour notre première catégorie. Nous allons passer à une deuxième catégorie, la culture. Oui, à votre avis, comment pouvons-nous transmettre la culture française de manière amusante et à quoi donnerez-vous la priorité? Donc, je parle par exemple de la littérature, la musique, mais ça peut aussi être la gastronomie française. Tout dépend aussi à quel public on enseigne. On va dire que c'est très difficile de faire de la littérature au premier degré, ou alors ça va être de la littérature spécifique écrite justement pour ce public cible parce qu'ils n'ont pas le niveau forcément pour lire des romans entiers. Après, ce qui marche souvent, c'est d'exploiter à ce niveau-là la culture pour un but différent. Dire voilà, je vais travailler cette chanson qui va leur permettre de ensuite, je sais pas, travailler l'article, travailler l'imparfait, voilà donc utiliser la culture comme outil pour apporter autre chose. Je pense que ça c'est très important. Et puis l'actualité, les films, s'il y a Lupin par exemple a fait le bonheur d'énormément de professeurs de français parce que c'est quelque chose qui est entré naturellement dans leur vie à eux. C'est pas nous qui n'avons dû créer quelque chose d'artificiel et dire voilà une super série. Non, c'est eux qui avaient suivi la série d'eux-mêmes.
Pareil avec Angèle et Stromae, on n'a même plus besoin de leur présenter. Donc ça, c'est un cadeau entre guillemets qu'il faut pas hésiter à exploiter. En général, il y a toujours des prétextes très pratiques pour faire de la culture. Quand c'est la journée de la poésie, quand c'est la journée de la francophonie, quand il y a l'actualité qui permet, quand il y a un nouvel album qui sort de telle ou telle personne, quand il y a eu la remise des Césars en France juste avant les Oscars, les victoires de la musique, ce sont des moments qui permettent de présenter un peu de culture de manière naturelle. Ça ne doit pas durer tout un cours, mais 20-25 minutes. Et puis, si on a touché 5-10% des élèves, c'est très bien. Faut pas mettre la barre trop haute non plus. Ok, merci. Pour nous pencher un peu plus sur tout ce qui est musique et tout ce qui est son, nous avons trouvé donc dans la théorie des intelligences multiples qui a été abordée déjà tout à l'heure par Audrey, nous avons trouvé aussi l'intelligence environnementale qui dit donc qu'une personne peut apprendre plus vite ou plus facilement si elle est sensible au son. Donc ça veut dire que si un temps, si elle écoute une chanson, elle peut apprendre plus vite. Est-ce que lorsque vous exploitez une chanson ou même une chanson pour les petits-enfants dans vos classes, est-ce que vous remarquez que les élèves apprennent plus vite? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui reste dans leur tête? Il faut que ce soit bien réfléchi. Il y a la fameuse chanson que vous connaissez peut-être, tête, épaule, genou, pied. Ben, on sait tous où situent nos genoux et nos épaules. Quand les élèves ont du mal avec les parties du corps, il suffit de lancer la chanson, ils le savent tout de suite. Des titres de chansons, des refrains, quand ça revient, ben, si on fait le lien avec certains aspects de connaissance, bien sûr que ça restera. Mais il n'y a pas de remède pour tout. Il n'y a pas, voilà. On peut pas dire que chaque chanson permet d'apprendre quelque chose, mais c'est des penses-bêtes, c'est des associations, effectivement, qui permettent de mieux retenir certaines structures. Par exemple, si on voit la phrase avec si et qu'on a réussi à trouver 3-4 chansons où dans le refrain, ça chante que des phrases avec si, après, on peut dire aux élèves, tu as oublié les structures, allez, rappelle-toi la chanson, c'était comment, et à partir de là, ils peuvent reconstruire la théorie. Donc oui, je suis sûr que ça peut aider à retenir certaines choses, mais ce sera au professeur de faire le lien. Il ne se fera pas forcément automatiquement. Ok, d'accord. Ben, là où tout à l'heure, les avis au niveau de l'utilisation du français du professeur ont été un peu différents, au niveau de la musique, les élèves ont été un peu plus cohérents au niveau des réponses parce que presque tous nos répondants de l'enquête ont dit qu'ils préfèrent, qu'il y a deux artistes qu'ils préfèrent beaucoup, ce sont Angèle et Stromae. Bien sûr. Ensuite, en plus, deux artistes belges, donc un petit bonus au niveau de la culture. Est-ce que vous remarquez que dans vos classes, parce que vous enseignez un peu dans les classes où l'âge était un peu plus élevé, est-ce que vous remarquez que ces artistes plaisent aussi dans cette catégorie d'âge aussi? Oui, bien sûr. Angèle et Stromae, c'est pas un pari risqué quand on aborde une chanson. Par exemple, pour la Saint-Valentin, j'avais travaillé deux chansons. La chanson Marraine d'Angèle qui parle sur un couple, enfin une fille qui découvre qu'elle est amoureuse d'une autre fille, et la chanson de Stromae en duo avec Camila Cabello sur l'amour qui est superficiel et les émissions de télé-réalité. Ça marche toujours très bien. Après, il y a plein d'artistes qui sont pas forcément connus comme le sont Stromae et Angèle, mais que les élèves connaissent, et ce sont généralement des rappeurs qui sont très connus. Alors ils arrivent avec des noms que je ne connais pas, alors que je connais plutôt bien la chanson française. Enfin, c'est un très bon début, c'est un pari qui n'est pas risqué, c'est quelque chose qui fonctionnera toujours. Il ne faut pas hésiter à aller voir un peu ailleurs. Parfois, ça prend des tournures complètement absurdes, mais la chanson d'Inila est devenue hyper populaire chez les élèves, de par ce TikToker très, on va dire, pas très recommandé, qui l'utilise comme. Et alors, là, on trouve un point d'accroche avec les élèves pour dire, cette chanson, en fait, elle a 15 ans, c'était, voilà. Mais, donc, ils entendent énormément de choses dont on ne connaît pas forcément l'origine, mais qui permettent d'avoir des accroches musicales, oui. Et là où les chansons donnent surtout accès à exploiter le grammaire ou le vocabulaire en classe, sachant que les chansons parlent souvent des thèmes qui sont parfois tabous, parfois un peu compliqués dans les classes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aborder ces thèmes-là aussi en classe, mais pas forcément dans l'apprentissage de la grammaire, mais... Non, on a un rôle, justement, quand je disais cette chanson d'Angèle qui parle d'une fille qui découvre qu'elle est amoureuse d'une autre fille, c'est un sujet qu'on peut très facilement aborder, du coup, par la chanson, parce que c'est pas personnel. On va pas forcément demander aux élèves, et vous, mais on a vraiment le cadre d'une chanson, d'une artiste qu'ils admirent, qui présente effectivement sa sexualité, et ça permet aux élèves de découvrir que, voilà, il y en a partout, et que ça peut être un modèle pour eux.
D'accord, merci beaucoup pour l'explication de la musique. On va passer sur les films enfin surtout les films en fait. Grâce à notre enquête, en fait, on a pu mesurer les connaissances des élèves sur la matière des films. Et nous avons remarqué que aussi les mêmes titres viennent surtout des anciens films, surtout Les Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis, Rien n'est déclaré aussi parfois. Pourquoi ne pas proposer des plus nouveaux contenus? C'est-à-dire, moi par exemple, je connais des films plutôt comiques. Je pense au film de Gaston Lagaffe, qui est très récent, ou même Les Tuches. Pourquoi ne pas montrer cela dans la classe? Compliqué, une bonne question. Déjà, ils sont pas, comme on disait au début, les films ne sont pas forcément présents dans les Oui, manuels et il faut déjà un grand succès qui dépasse les frontières de la France pour que ce soit, pour qu'on en parle en Belgique. Et là, effectivement, on va parler d'Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis, qui ont été un succès même en Belgique. Après, enfin, ça existe, hein, il y a des initiatives comme la Semaine du film francophone où les professeurs de français oui. sont invités à découvrir un panorama des derniers films et des exploitations. Donc il y a énormément de pistes toutes faites, comme vous dites, pour utiliser ces films en classe, mais ça demande encore une fois aux professeurs aussi de s'intéresser à ce qui vit. Et je pense vous connaissez les tuches, mais il y a énormément de professeurs qui n'ont peut-être jamais entendu parler. C'est pas forcément du très haut niveau de comédie, Oui, mais bon, c'est ça vrai que peut être ça amusant. plaira plus aux élèves. Donc Voilà, oui, ici il y a eu un nouveau film Astérix et Obélix dont on parle exactement. énormément en France et en Wallonie parce qu'il est très mitigé, etc. Malheureusement, moi, c'est pas arrivé jusqu'en Flandre. Mais il y a des films, oui, des gros succès comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça Oui. marchait aussi en Flandre et donc ça c'est connu, c'est exploité en classe. Donc je pense que ça part de par le fait que c'est pas présent dans les manuels, enfin pas énormément présent dans les manuels, ça part vraiment de ce que le professeur connaît et de Mhm. ce que le professeur peut exploiter. Et là, bien sûr, on retombe très souvent sur les grands classiques euh, parce que c'est ce qu'ils connaissent et que c'est eux qui choisissent le sujet du cours. Oui. D'accord, on a aussi eu des titres des séries, donc Mhm. on a eu Lupin, surtout Lupin en fait, c'était une réponse très très populaire des élèves. Les 7 vies de Léa aussi, c'est Mhm. une série francophone aussi sur Netflix. Est-ce qu'il y a moyen aussi de les montrer en classe? Enfin, pas montrer, mais de les travailler ou de faire des activités là-dessus? Bien sûr, bien Oui, sûr. Enfin, je sais que dans un manuel, il y a tout un chapitre qui est construit autour de Demain tout commence, le film avec Omar Sy, qui oui. est exploité pour écrire des mails et pour revoir cette correspondance entre elle et sa mère qui est absente, etc. Donc oui, c'est sûr qu'on peut exploiter tous les films. Ça demande beaucoup de temps, ça demande un travail réfléchi, ça demande beaucoup d'explications, mais il y a parfois mais de très courts extraits qui sont utilisés pour exploiter certaines choses, mais pourquoi pas. Quand on parle d'art, quand on parle d'exprimer son opinion, ben, on peut exprimer son opinion sur un film. Quand on parle de culture, de couleurs même, on peut décrire les couleurs d'une affiche d'un dessin animé. Euh, donc oui, c'est sûr, mais ça demande un investissement conséquent quand même. Merci pour votre réponse. Nous allons passer aux réseaux sociaux, Mhm. qui est quand même une très grande partie du monde en fait de l'élève. Mais nous avons constaté par contre que ce n'est pas souvent pris en compte pendant les cours de français. Si je me rappelle bien, dans l'enquête, la majorité des élèves avaient indiqué qu'ils ne venaient pas en contact aussi avec des posts en ligne ou des vidéos TikTok. Comment est-ce que l'enseignant pourrait améliorer celle-ci? C'est très compliqué parce que c'est, comment dire, beaucoup de contenu est retravaillé pour que ce soit adapté au niveau de l'élève. Et sur TikTok, quand on regarde les stars de TikTok, déjà, ils parlent très vite. Ils parlent dans un Oui. registre qui est pas forcément standard, qui est plutôt familier. Ils parlent de personnes que les jeunes ne connaissent pas, de célébrités en France, de situations en France. Et donc, ça demande un énorme travail de réinterprétation, de recontextualisation pour que les élèves puissent vraiment suivre une personne. Et puis ça change tellement vite aussi. Il faudrait presque former chaque année les enseignants pour dire voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui fonctionne pas. Donc je pense que là c'est compliqué parce que même à l'écrit, ce sont pas des phrases écrites comme on attend qu'elles soient écrites par nos élèves. Donc il y a énormément de travail à faire parce qu'on est dans un langage beaucoup plus familier, dans une culture qui leur est étrangère. Donc c'est très difficile de trouver le bon influenceur, la bonne personne qui a le contenu qui est prêt à être utilisé. Et donc je pense que là,
je vois pas immédiatement comment on pourrait faire pour qu'on mette les jeunes en contact avec cela. Déjà, je pense que, enfin, je ne m'exprime pas, mais la majorité des jeunes est sur TikTok pour le moment, TikTok, Biril, tout ça. On n'est pas tous sur, enfin, moi je suis plus sur TikTok. Je l'ai installé par but entièrement pédagogique, je l'ai très vite désinstallé parce qu'on n'y trouve rien, c'est un labyrinthe, ça Et part, ça vient, ça va, ça vient. je pense que c'est quand même choquant de savoir et de voir combien d'élèves sont quand même en contact avec la langue française. Oui, oui, oui. Parce que dans mon entourage, j'entends beaucoup d'élèves, ah oui, mais je regarde ceci en ligne, ou même des youtubeurs, youtubeuses en français, ce qui m'a vraiment choqué. Et en tant que professeur, je pense pas que on va dans cette direction quand on pense Non, pour les motiver. Ce non, c'est sûr. peut être un peu dommage. Mais on part toujours, enfin, encore une fois, comme pour les films, on part toujours pour les grands noms qu'on suppose être connus des élèves, mais c'est pas ceux qui suivent. Voilà, quand on parle généralement, c'est quoi? C'est les Squeezie, les Norman et tout ça, c'est les grands youtubeurs français, mais c'est pas ceux que les élèves suivent. Eux, ils en suivent d'autres. Donc oui, c'est très compliqué. Pourquoi, encore une fois, pourquoi pas leur demander, hein, Oui, exact. comme tâche, de dire voilà, donnez-moi 3 petites vidéos TikTok en français que vous avez vues. Et déjà, on aura déjà un peu un retour sur ce qui existe. Mais il faut leur demander à eux. Parce que nous, on n'a plus les mêmes accroches. Et pensez-vous qu'une heure de culture à l'école, éventuellement hors ou même dans le cours de français, serait une occasion pour initier les élèves à la culture, hors les manuels scolaires? Quand vous dites une heure de culture, vous parlez de culture française ou Oui, culture en général? exactement, oui. Elle est très peu présente hein, dans les nouveaux programmes. Je ne sais pas si vous les avez Exactement, oui. parcourus. Il faut déjà être dans une option où la langue est un aspect majeur de l'option pour goûter à la culture. Donc, par exemple, au premier degré, tout ce qui est option moderne Talen a effectivement des écoles qui mélangent les langues, qui touchent à la culture. Mais si on n'est pas dans une option de ce style, on touche pas à la culture. On reste dans l'apprentissage de la langue avec très très peu de culture et même au troisième degré, dans les options où il n'y a pas de langue dans le nom du component de ce qu'on suit comme filière, ben on touchera très peu à la culture si on s'en tient purement au programme. Donc je pense que là, déjà, il y a une difficulté qui s'installe parce que si on veut vraiment leur faire goûter à la culture française très souvent, ben on va peut-être pas avoir le temps de réaliser le reste du programme. Donc c'est compliqué. Ok, d'accord. Merci d'avoir élaboré sur l'ère du culture. Nous allons passer à notre dernière catégorie, qui est la catégorie de l'évaluation qu'on va aborder. Tout à l'heure, nous avons déjà mentionné la motivation intrinsèque et vous avez, dans la même phrase, dit que beaucoup de vos élèves ont tendance à faire des efforts parce que les parents veulent qu'ils réussissent ou soit parce qu'ils veulent avoir des bonnes notes. Ce qui peut être regroupé sous la motivation extrinsèque où les élèves fournissent des efforts s'ils reçoivent une source de motivation externe par les parents. Comment cela se manifeste dans vos classes? Est-ce que vous remarquez que les élèves subissent beaucoup de stress par On rapport va à ça? dire que pour 85-90% des élèves, leur seul objectif, c'est de réussir la matière. Ils n'ont pas pour but de dire je vais étudier le français plus tard ou je suis passionné par. La grande majorité, c'est je veux réussir la matière et dans cette grande majorité, il y a un grand groupe, 50, c'est bien, hein, on va pas viser trop haut parce que c'est pas leur matière préférée, parce qu'ils n'auront pas d'utilité. Donc à ce niveau-là, c'est très très compliqué de se dire bon mais alors comment est-ce que moi je vais réussir à y mettre de la motivation intrinsèque si eux n'ont pour seul but de réussir et si on propose de l'extra, bah, si c'est pas à connaître, si c'est pas à évaluer, ils vont pas forcément le faire. Donc c'est un sujet très très difficile et il y a énormément d'écoles qui testent à ce niveau-là, qui évaluent par projet, qui n'ont plus d'examens, qui ont des examens, qui évaluent que les compétences à la fin de l'année, etc. pour essayer de justement de motiver, de dire à l'élève, il faut faire quelque chose avec la langue, on va pas juste apprendre le vocabulaire, la grammaire, on veut l'utiliser. Mais cette motivation intrinsèque, je pense qu'elle est très très difficile à obtenir dès le moment où on est dans une matière qui n'intéresse pas. Donc on va dire, on a tous fait un parcours scolaire, il y a des matières qu'on aime, il y a des matières qu'on n'aime pas, et quand on n'aime pas, on va pas faire plus d'efforts non plus. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc il faut essayer de se réinventer, de faire vivre la langue, de leur dire, de leur montrer le but, pourquoi c'est intéressant, de leur faire vivre cette culture pour justement que cette motivation grandisse. Ok, d'accord. Et donc, pour rester sur ce point-là, est-ce que vous pensez qu'un système de notes ou de points est-il toujours nécessaire ou est-ce qu'on peut
intégrer peut-être une forme d'évaluation innovative dans la forme du feedback ou dans des codes de couleurs ou autre chose? Alors, il y avait un article d'une école où il n'y a plus de notes, pour le français par exemple, plus de notes. Donc les élèves font des tâches, etc. Ils reçoivent du feedback. Et officiellement, on n'a pas forcément besoin de notes. Il n'y a rien qui dit dans les programmes, voilà, il faut des notes. On peut évaluer comme on veut, on doit juste prouver que l'élève a atteint le programme. Donc il y a énormément de choses qui se font. Il y a des écoles où on évalue que la dernière version d'un travail, ou première version, il y a des feedbacks, deuxième version, il y a des feedbacks, et puis on évalue la fin. Donc ils se concentrent plus sur le processus et ils évaluent que le résultat. Il y a des écoles où il n'y a pas d'examen, où ils font que des tâches langagières, et des écoles où il y a l'évaluation permanente, des écoles très classiques où il y a des examens de connaissances, et puis on est très libre à ce niveau-là, et à voir ce qui fonctionne le mieux. Moi, je serais curieux de voir le retour d'autres personnes. Nous, on a finalement, chez nous à l'école, une structure très classique d'examens deux fois par an et d'évaluation permanente sur autant de points et des examens sur autant de points. Mais pourquoi pas? Si ça marche, moi je suis preneur. Et est-ce que vous ne pensez pas que les élèves ne seront moins intéressés? Parce que ce que j'ai remarqué dans mes stages, par exemple, c'est que à chaque fois où je donne un exercice à faire ou une tâche langagière, les élèves demandent, oui, mais est-ce que c'est sur point? Est-ce qu'on va avoir Mhm. des notes? Ah oui, si c'est pas pour des notes, je vais pas faire d'efforts. Si on va proposer du feedback, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera encore moins d'efforts? Ça dépend. Ça dépend donc, imaginons, on a un feedback de couleur, il n'y a pas de note, mais il voit du rouge, bah, ça veut dire qu'ils doivent encore bosser. Sans avoir un résultat concret. Donc, ce système de couleurs peut déjà retirer l'angoisse d'une bonne note, mauvaise note, de dire pas assez et assez. Un système de feedback, s'ils savent qu'à la fin, euh, ils sont quand même, enfin, que c'est le professeur qui doit trancher si c'est bon ou c'est pas bon, et ils s'adapteront au système de feedback. Mais je pense que notre enseignement est encore trop axé sur les notes et les résultats, et à moins d'un rebondissement complet, d'un changement complet, ils resteront dans cette mentalité-là. Oui, exactement. Vous avez parlé des examens, etc. Qu'est-ce qui est différent dans votre soutien pour un test ou pour un examen? Euh, En fait, on va dire que dans un test, je dis chaque fois à l'élève ce que j'attends de lui, et dans un test qui a pour but d'évaluer la nouvelle matière, on va encore intégrer les différentes étapes de l'apprentissage. On va dire qu'il y aura des petits exercices plus fermés sur la structure, le mot, moins, mais ils seront quand même présents pour un petit exercice de production, et un examen, on veut vraiment une production complète, l'intégration de tout ce qui a été vu dans un contexte le plus réaliste possible. Donc, je pense que les tests ont plus souvent un but formatif, de dire voilà, on en est où, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu maîtrises pas, est-ce que je dois revenir sur le sujet, est-ce que c'est maîtrisé, et l'examen aura finalement pour but de prouver que voilà, maintenant on sait utiliser ces outils pour réaliser certaines tâches. Oui. Je pense que là, il y a peut-être la plus grande différence. Pour revenir à le sujet de l'examen, il y a beaucoup de professeurs qui donnent un aperçu de la matière. Mhm. Est-ce que vous pensez que c'est assez ou est-ce qu'on doit offrir plus qu'un simple aperçu pour préparer nos élèves Tout à un dépend examen? de la manière dont les élèves connaissent votre fonctionnement. Moi, je donne un aperçu de la matière, oui, mais donc pour chaque sujet, il y a voilà la matière, voilà ce qu'il faut savoir faire, voilà les exercices supplémentaires, voilà le genre de tâches auxquelles vous pouvez vous attendre, je mets tout. Alors certains me disent, oui, il y a beaucoup de trop dans votre aperçu, parce que du coup, on ne sait plus même ce qu'il faut faire. Il y a tellement d'informations qu'on s'en sort plus. D'accord, mais quand je mets pas assez, ils vont se limiter au cadre avec les aperçus, la liste de vocabulaire. Je dis, c'est pas tout d'avoir une liste, il faut savoir les utiliser, il faut écrire des phrases, il faut connaître des synonymes, il faut élargir votre vocabulaire. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Ça dépend vraiment du public, ça dépend vraiment de la manière dont travaille le professeur. Il faut juste que ce soit clair. Je pense que c'est ça le plus important. D'accord. Toujours dans la même ligne du soutien, on a eu une question dans notre enquête qui parlait des aides Mhm. supplémentaires. Et si je me trompais pas, il y avait enfin à peu près 10% d'élèves qui avaient de l'aide, surtout ce qu'on a constaté de l'aide externe, du soutien Mhm. externe. Est-ce qu'on pourrait fournir de l'aide par l'école, dans l'école, je dirais peut-être dans l'heure de midi ou juste une heure après la fin des cours. Encore une fois, ça dépend énormément d'une école à une autre école. Oui, Donc nous, on va dire que cette année, on a essayé un projet aussi où chaque midi, il y a un professeur de chaque matière. Enfin, c'est noté, hein, le lundi, maths, le mardi, pour le premier degré, pour le deuxième degré, on peut se rendre avec des questions, si on veut des explications supplémentaires.
Chez nous aussi, il y a tout un système de remédiation à partir du moment où les résultats baissent. L'élève doit prendre contact avec le professeur, ils vont instaurer un trajet. Ils vont dire, voilà, tu viens une fois toutes les semaines pour une exploration supplémentaire, ou tu me donnes tes préparations, ou tu fais tel et tel exercice, ou tu vas plus lire des textes pour te familiariser. Mais là encore, ça dépend énormément d'une école à une autre, mais c'est un travail qui doit être réalisé, mais on n'a pas forcément la marge, le temps pour le faire individuellement pour chacun. Quand on a des groupes de 28 élèves, on ne peut pas 28 Oui. fois donner une heure particulière à un élève qui n'a pas compris un point du... Donc oui, c'est très injuste, c'est très compliqué, on aimerait avoir ce temps justement, on aimerait avoir cela, mais on donne un maximum d'outils, on donne un aperçu très clair, on a des exercices supplémentaires, on fait des enregistrements vidéo, on propose de rester une fois après les cours avant un test, mais on peut pas le faire pour tout le monde, sinon on n'a plus le temps. Et donc après, à partir de ce moment-là où les résultats ne sont pas là, c'est souvent les parents plus aisés, avec les ressources financières, qui vont effectivement appeler des professeurs pour des cours privés. Ce qui est injuste au final, parce que c'est une question aussi de ce qui est possible à la maison, et c'est pas forcément comme ça que ça devrait fonctionner. Exactement. Mais ça dépend encore une fois énormément du professeur et de comment il aborde le sujet. D'accord. Eh bien, c'était la dernière question de cet épisode, de notre podcast. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose encore sur cette fin? Non. Pas forcément, non mais c'est bien. Nous voulons en tout cas vous remercier pour votre temps, pour l'engagement et pour votre participation et de vouloir nous aider à créer notre podcast pour notre TFE. Et puis pour les éditeurs, j'espère que nous nous verrons le prochain épisode.